Nouvel Insta Live Observatoire. Observatoire, donc ce sont des lives regards d'experts pour nous conseiller sur les bonnes manières de faire des pratiques artistiques. Comment développer vos pratiques artistiques, comment développer vos projets culturels. Aujourd'hui, j'ai donc la chance de pouvoir échanger avec Ombeline de W Studio, W, qui est donc conceptrice et créatrice de sites internet, spécifiquement pour les artistes, mais pas que. Elle fait aussi des sites internet pour les acteurs de la santé. Aujourd'hui, Ombeline va nous parler des meilleures pratiques à adopter pour son site internet. Donc voilà, j'attends qu'elle arrive sur le live pour pouvoir l'inviter à venir discuter avec moi. Et sentez-vous libre de poser vos questions en commentaire si vous regardez cette vidéo en replay ou dans le live si vous êtes avec nous en direct. On fera en sorte d'y répondre au mieux. Donc merci à vous d'être présente. Hop. J'attends que Ombeline se connecte. Bien aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des soucis de connexion. Bonjour Ombeline. Et je t'entends. Est-ce que tu m'entends bien aussi? Oui, je t'entends bien. Bon. Petit point technique. Merci à toi d'être là. Donc j'étais en train de faire une petite introduction avant que tu arrives pour expliquer le concept du live. Ok. Pour dire que voilà, Observatoire, ce sont des lives dédiés aux experts qui accompagnent les artistes dans le développement de leur activité. Et donc aujourd'hui, j'ai eu envie de t'inviter pour pouvoir parler de l'importance du site internet dans le développement d'activités artistiques et culturelles. Donc voilà, je vais te laisser te présenter dans un instant. En attendant que les personnes se connectent pour nous rejoindre en direct, je rappelle que vous pouvez poser vos questions en commentaire sur le replay qui sera disponible ou poser des questions en direct sur le live si vous voulez qu'on puisse y répondre dès qu'on trouvera un moment. Donc juste pour rappeler le contexte, moi je suis donc Julie Gamikia, accompagnatrice d'artistes, et j'organise donc ces lives pour venir vous aider à comprendre les tenants et les aboutissants de l'activité artistique, comment la développer avec les bons outils, avec les bonnes personnes, comment faire les bons choix. Voilà, même s'il n'y a pas forcément de choix parfait et que on tente diverses choses. Parfois, j'essaye de donner des espaces d'échange comme ça, comme avec toi aujourd'hui, Ombeline, pour pouvoir permettre aux artistes d'avancer le plus sereinement possible avec le plus de clés en main. Et donc, je vais te laisser te présenter si tu veux bien nous expliquer un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'es lancée dans l'accompagnement digital, on va dire, des artistes dans la création de leur plateforme. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Avec plaisir, mais d'abord, merci beaucoup pour ton invitation, Julie, et pour cette opportunité de pouvoir parler des sites d'artistes. Je pense que c'est un sujet extrêmement important. On va en rediscuter par la suite, mais voilà, merci. Avec plaisir. Ensuite, mon parcours et comment j'en suis venue à créer des sites web et plus spécifiquement à créer des sites pour les artistes, aussi les artisans, créateurs, créatrices. En fait, j'ai travaillé avant de faire du développement web, j'ai travaillé pendant près de 8 ans dans l'art contemporain en institution. Donc, par exemple, j'ai travaillé au Frac Île-de-France, dans un centre d'art contemporain à Bruxelles qui s'appelle le Wills. Et j'ai aussi travaillé pendant près de 5 ans à la galerie Jocelyn Wolff en tant que sales manager.
Et c'est là où j'ai été amenée à m'intéresser au commerce de l'art en ligne et plus largement au commerce de l'art. Parce que ça a été pour moi en fait le fait d'aller en ligne a été le moyen de pouvoir toucher de nouveaux clients en dehors des circuits classiques de l'art contemporain et des galeries d'art contemporain, c'est-à-dire les expositions en galerie, les foires, etc. Là, ça m'a permis de toucher une nouvelle cible de collectionneurs et collectionneuses, parfois plus jeunes, mais pas que, dans le monde entier. Et voilà, donc c'était très intéressant. J'ai d'abord travaillé sur des plateformes de vente. Donc pour les galeries, ça va être des plateformes de type Artsy ou Ocula. Je pense que pour les artistes, c'est un peu différent. Ça va plutôt être des choses comme Etsy, par exemple, ou ce genre de choses. Mais voilà, il y a des plateformes spécialisées en galerie aussi. Et après, je suis venue à m'intéresser à comment on pouvait aussi faire ça de manière indépendante sur un site web. Après, donc j'ai arrêté de travailler pour la galerie un peu au moment du premier confinement. Mais Jocelyn est revenu vers moi par la suite pour me proposer de penser, parce qu'il savait que c'était un peu mon dada, de penser à un projet digital pour la galerie au moment des confinements, justement. Et donc, du coup, j'ai eu, avec la commissaire d'exposition à Anadona, un projet qu'on a intitulé Unboxing, pour reprendre un terme du web connu. Et c'était en fait tout le projet visé à s'interroger sur la notion d'espace digital pour l'art. Donc, comment en fait créer un espace digital pour montrer des œuvres. Qu'est-ce qu'était l'espace digital d'une galerie? Donc, on va penser assez spontanément au site web, aux réseaux sociaux. On va penser peut-être un peu moins rapidement à tous les canaux de communication que sont WhatsApp, Zoom, etc. Et donc, du coup, tout le projet va aller interroger ces espaces-là et réfléchir à comment on peut montrer de l'art, comment un artiste ou une artiste peut investir ces espaces pour montrer son œuvre. Euh, donc ça, c'était le projet unboxing. Et en fait, pour ce projet, donc c'était un projet de commissariat d'abord, mais en fait, on a éprouvé assez rapidement le besoin de créer un site web qui soit un peu comme une archive de ce projet. Et du coup, ça a été mon premier site web, c'est-à-dire que j'ai décidé de le faire par moi-même. Et c'est comme ça que j'ai conçu mon premier site internet. Que j'ai eu envie en fait d'apprendre à concevoir des sites de manière professionnelle. Voilà, j'ai fait une formation, j'ai aussi travaillé pendant près d'un an dans un studio de directeur artistique. Donc là, j'étais studio manager, j'étais pas du tout sur la direction artistique, mais ça m'a permis de voir tout cet aspect-là qui était très intéressant et que je connaissais pas et qui ressort, enfin, qui est assez important dans mon travail. On en parlera par la suite, mais qui m'aide à pouvoir notamment traduire un univers via un site web. Et donc, du coup, voilà, adapter ce type de compétences de mise en place d'une charte graphique, par exemple, etc., est assez primordial. Et je suis à mon compte depuis 2021-2022, je ne sais plus exactement. Je travaille du coup en freelance pour créer, concevoir des sites web, refondre des sites web. Je fais aussi du SEO, donc du référencement. Non, je crois que tu comptes en reparler. Et je fais des modifications aussi sur les sites, hein, sur des sites préexistants, par exemple pour aller ajouter un module e-commerce sur un site vitrine ou simplement créer de nouvelles pages, ajouter des contenus, etc. La vie des sites au quotidien. Super, merci beaucoup pour cette présentation, Beline, qui permet de comprendre dans quel univers tu as évolué, dans quel voilà, contexte, on va dire, spécifique tu as pu faire tes armes, etc. En termes de vision, de connaissances. Donc c'est, vous l'aurez compris, très art contemporain, mais bien sûr, ce dont on va discuter peut, comme tu le disais, s'appliquer aussi à l'artisanat et pas que, hein. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui peuvent être applicables à d'autres activités culturelles et artistiques. J'ai vu que tu accompagnais aussi des associations, voilà, des projets d'autres types.
Oui, oui, en effet, j'ai accompagné notamment une association qui fait qui est plutôt dans la partie culturelle dans le cinéma. C'est une association qui permet en fait de faire découvrir le cinéma aux jeunes donc dans la région d'Annecy. Ça s'appelle G-Ciné. Voilà, donc c'est pas que des projets, j'ai pas travaillé que pour des artistes euh, plasticiens, mais effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de mon parcours et de mon ADN, je pense. Hmm. Et du coup, je te propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet avec les fameuses questions que tout le monde se pose. C'est euh, comment penser une stratégie digitale, notamment avec le site internet, hein, surtout autour du site internet. Voilà, quels seraient tes conseils, tes bonnes pratiques que tu souhaiterais communiquer aujourd'hui aux personnes qui ont un site internet ou qui voudraient en faire un ou en faire un. Euh, et est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets, tu vois, qui viennent un peu étayer tes conseils? Oui, tout à fait. Euh, alors, d'abord, pour la partie comment penser une stratégie digitale, je pense qu'il y a une question qui est assez fondamentale quand on envisage la création d'un site web, qui peut paraître naturel, mais qui pourtant est primordial, c'est quel est l'objectif en fait? Qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers ce site web? Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'objectifs possibles. Donc, par exemple, quand on est artiste, en termes d'objectifs, on va trouver à la fois l'objectif se faire connaître, gagner un nouveau public, etc. Moi, par exemple, typiquement, c'est ça qui m'a amené vers le digital. On va aussi trouver un objectif d'image pro, de professionnalisation, etc. Donner une image professionnelle, renforcer sa crédibilité en fait, en ayant un site internet, un sonnom.com, quelque chose comme ça. Euh, certaines artistes vont avoir des objectifs de vente, que ce soit de vente d'œuvres, que ce soit pour vendre des concerts par exemple, ou enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver ou des places de théâtre. Euh, on va aussi avoir, et là c'est plus spécifique, je pense, au monde de l'art, les trois premiers objectifs, c'est des objectifs qu'on retrouve régulièrement dans à peu près tous les objectifs de site web pour quelle que soit la, la communauté touchée. Pour le monde de l'art, il va y avoir aussi des notions d'archives. Par exemple, des artistes qui vont avoir des œuvres très importantes et qui vont avoir le besoin, à un moment donné, de garder une trace de cette œuvre. Donc, ça peut être des archives papier, documentaires, etc., qui parfois sont exposés en musée d'ailleurs, mais ça peut être aussi une archive digitale qui va présenter l'avantage d'être accessible au plus grand monde et disponible à toute heure, en tout lieu, etc. Aussi, en termes d'objectifs, j'ai déjà été par exemple contactée par un artiste qui lui avait un objectif d'œuvre. Donc vraiment, c'était son objectif dans la conception. Enfin, il souhaitait un site et ce site, c'était un artiste conceptuel et son site était pensé comme étant partie de son œuvre au sens large. En gros, il voyait vraiment le site internet comme un médium à utiliser. Mm. Euh, Bien sûr, en fonction des objectifs qu'on définit, on va pas du tout avoir la même stratégie et on va pas du tout mettre les mêmes choses en place. Par exemple, euh, si on prend l'objectif vendre, par exemple, j'ai une artiste, Colleen Quash, qui a le site Maze Arts, qui m'a contactée et elle, c'était vraiment son objectif d'avoir un site e-commerce qui lui permette de vendre ses œuvres. Du coup, on a vraiment travaillé le site de cette manière-là pour qu'il utilise un petit peu les codes du e-commerce. Les prix sont visibles, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les sites d'artistes. On peut ajouter une œuvre à son panier, choisir son mode de livraison, acheter l'œuvre directement sur le site.
On a aussi travaillé toutes les deux pour pouvoir un petit peu professionnaliser son site, notamment avec l'organisation, à travers l'organisation du site. C'est-à-dire que ça c'est une expérience de galerie, mais aujourd'hui un point assez important et qui est regardé par les galeristes, par les commissaires, ça va être l'aspect sériel d'une œuvre, c'est-à-dire comprendre et aborder l'ensemble d'une œuvre à travers des séries d'œuvres et voir l'évolution en fait d'un travail à travers les séries. C'est ce sur quoi on a travaillé avec Colline par exemple pour organiser son travail et mettre en avant l'aspect sériel qui était à la fois stratégique pour lui donner une image professionnelle et en même temps qui répondait clairement à son objectif parce que bien sûr ça nous a permis aussi de structurer un e-commerce derrière. À l'opposé, par exemple, j'ai fait le site web d'un artiste qui s'appelle Julien Garnier et lui, il voulait donner une image assez enfin, il voulait mettre en avant l'aspect exclusif de son travail, plutôt le statut, on va dire haut de gamme, je caricature un petit peu, mais de son œuvre d'art et de ses œuvres, et il n'y en a pas qu'une. Et du coup, pour lui, par exemple, on a adopté la stratégie de ne pas montrer les prix. C'est-à-dire que les prix, bon, finalement, peuvent être visibles sur le site, mais ne sont pas immédiatement accessibles. On ne peut pas acquérir directement une œuvre sur le site. Et ça correspondait aussi aux besoins de l'artiste et à son objectif à travers son site web. Ok. Alors, il y a une question. On peut avoir l'exemple de l'artiste qui a conceptualisé son site. J'ai cru voir que tout est disponible sur ton site internet, c'est ça, hein? Oui, effectivement, sur mon site internet, dans la section projet, on voit tous les sites que j'ai réalisés. Donc, du coup, tous les projets réalisés sont retrouvables ici. Par contre, pardon si j'écorche le pseudo, mais Daezenaf, si jamais tu parles de l'artiste qui m'a contacté avec l'objectif de faire une œuvre conceptuelle, ça c'est un projet qui n'a pas été réalisé. Donc, du coup, tu ne le retrouveras pas sur le site pour le coup. Ok, merci pour la précision. Du coup, tu nous parlais de bien définir ses objectifs. Ça, c'est très important, effectivement, hein. Moi-même, quand j'accompagne voilà, les développements d'activités des artistes et des artisans ou autres créateurs, je leur dis quels sont vos objectifs SMART. Voilà, je précise tout le temps, objectifs SMART. Si vous ne connaissez pas, allez bien voir objectifs SMART. Il faut que ce soit clair, précis, ambitieux, temporellement défini, parce que sinon, vous pouvez vous éparpiller, aller dans tous les sens. Donc, merci de le repréciser, Ambeline. Et donc, une fois qu'on a bien défini ces objectifs, comment la stratégie se déroule ensuite et quelles sont les étapes clés qu'on fasse faire un site internet par quelqu'un ou qu'on le fasse soi-même. Comment ça se développe après un site internet? Alors, du coup, déjà, la manière dont les objectifs vont impacter la création d'un site, donc on a discuté déjà des différents objectifs. Forcément, de par ces objectifs-là, enfin, ce qui va découler en premier lieu de cet objectif, je pense que ça va être la structure d'un site web. Si on est sur un site, par exemple, si l'objectif est de se faire connaître, la structure, ou de donner une image professionnelle, par exemple, plutôt, la structure ne sera pas la même qu'un site e-commerce. C'est-à-dire que pour donner une image professionnelle, on va mettre en avant plutôt les pages de présentation de l'artiste, on va mettre en avant une biographie d'artiste, donc une biographie professionnelle avec tous les lieux, les dates, lieux d'exposition, pays, etc. Enfin voilà, on va visibiliser ça. S'il y a des articles de presse, on va les visibiliser et on va par exemple les visibiliser dès la page d'accueil. Si on est sur un objectif de vente, ben, ça va être un point qui va être visible certes, mais pas primordial. Donc là, on va plutôt aller donner la primauté aux œuvres disponibles à la vente. Donc forcément, la structure du site web ne va pas être organisée de la même manière. Je pense sinon à, je sais pas moi, un artiste pluridisciplinaire. Si c'est se faire connaître, on va vraiment mettre en avant ses services. Donc quand vous prenez le menu en fait du site d'artiste, on va mettre toutes les disciplines et tout ce qui est, enfin voilà, ce que l'artiste va faire.
dès le départ, alors que versus un e-commerce où on va mettre le juste shop et les œuvres disponibles. Ça sera pas exactement la même chose. Finalement, on va retrouver les différentes disciplines, mais le ton et la mise en avant ne sera pas le même. L'arborescence, la structure, ce qu'on met sur la page d'accueil, le chemin du visiteur ne sera pas le même en fonction des objectifs. Exactement. Et ça va faire partie ensuite des étapes dans la création du site web, qui était la deuxième partie de ta question, si je ne me suis pas perdue. Oui. Ça va être, je pense que la première étape, ça va être, bon, si on travaille déjà, par exemple, en tant que développeuse web, je travaille avec une artiste, la première étape, ça va être de discuter beaucoup, d'échanger pour trouver, comprendre exactement le projet, comprendre les objectifs, etc. Après, si on est simplement dans la création pure et dure du site, on va d'abord commencer par travailler la charte graphique. Donc, en fait, définir notamment dans sa version la plus simple des couleurs et des typographies, une typographie primaire pour les titres, une secondaire pour plutôt les corps de texte, qui vont permettre de transmettre une identité, de donner un petit peu une ambiance au site. Donc ça va être une première partie. On va ensuite réfléchir à l'expérience utilisateur et l'arborescence. Donc, réfléchir à comment on construit le contenu, comment on agence les pages les unes par rapport aux autres, comment on passe d'une page à l'autre ou d'un bout de page à un autre bout de page à travers des boutons, ce qu'on appelle en langage technique des call to action, donc des boutons d'appel à l'action, pour inciter à aller d'une page à l'autre. Donc voilà, la charte graphique, l'arborescence, après le design de la page d'accueil, parce que en général c'est la porte d'entrée du site web, donc hyper important. Et c'est aussi ce qui va donner un peu la ligne directrice sur toute la suite de la conception du site. Et ensuite, on va petit à petit rentrer en profondeur dans le site en développant d'abord une première version du site et qu'on retravaille ensuite. Super. Merci pour ces précisions. Il y a une question du coup qui a été posée donc à nouveau par Days9 qui demande si c'est possible d'avoir deux objectifs, exemple conceptuel plus vente. Ça rejoint la question que je t'avais posée qui est comment veiller à ce que le site reflète au mieux l'identité artistique tout en étant fonctionnel et intuitif pour les visiteurs. Effectivement, on peut tout à fait avoir deux objectifs. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'aller prioriser un petit peu ces objectifs-là. Donc, est-ce que, par exemple, pour toi, ce qui sera plus important, c'est d'avoir un site conceptuel et au passage, tu aimerais bien pouvoir vendre dessus et qu'il soit marchand? Ou est-ce que, à l'inverse, tu voudrais avoir un site qui soit marchand, tu veux vendre, c'est ton objectif, faire du chiffre? Pour caricaturer un peu. Et donc, du coup, mais l'aspect conceptuel est néanmoins important parce qu'il va permettre à tes futurs visiteurs / clientes de rentrer dans ton univers et comprendre un peu mieux ton travail. Et je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que tu conseilles avoir en lien avec l'agrégateur une page pour se présenter plus lien pour autre page commerce? Ok, je suis pas certaine d'avoir complètement compris la question, mais si j'ai bien compris, il faudrait avoir une page de présentation et une page e-commerce. Alors oui, je conseille tout à fait ça, en fait, mais on peut le faire sur le même site. Je sais pas si son idée c'était d'avoir deux sites différents, mais c'est effectivement possible. Enfin, l'idéal, je pense que c'est d'avoir tout sur le même site avec plusieurs pages effectivement accessibles par différents moyens. Ce qu'il est possible et envisageable aussi d'avoir, c'est par exemple, j'ai des artistes qui ne sont pas encore à l'étape e-commerce ou qui, par exemple, vendent leurs œuvres par d'autres biais. Je sais pas moi, des plateformes de vente en ligne, par exemple Etsy. Et donc, du coup, il et elle vont avoir un site qui va être un site vitrine. Mais sur cette vitrine, il y aura des liens qui permettront, bien sûr, d'aller ensuite sur la plateforme de vente acheter les œuvres d'art. Merci pour cette remarque qui vient compléter aussi ce que qui vient introduire ce que j'allais te demander. C'est
que effectivement, il y a deux possibilités. Soit on vend en direct par soi-même sur sa plateforme e-commerce, soit on fait une vitrine qui envoie vers les plateformes où on peut vendre dessus, donc type Etsy ou les galeries en ligne, type RiseArt, Art Majeur, etc., etc. Exactement. Quels sont les avantages pour toi à créer son propre e-commerce? Euh, Il y en a plusieurs. Le premier, je pense que ça va être le fait de créer, de pouvoir montrer son univers. Quand on est sur des plateformes comme Etsy ou Art Major, on est sur des plateformes qui sont très, très, très marchandes, où il y a des images de partout, il y a du texte de partout. C'est pas hyper agréable en tant qu'utilisateur, indépendamment des offres présentées. Et après, ça aide pas trop à rentrer dans l'univers d'une artiste. Ça présente vraiment les œuvres un peu comme des produits, mais c'est parfois difficile de pouvoir faire abstraction de cette présentation-là pour vraiment réussir à se plonger dans un travail, dans un univers. Donc le premier avantage pour moi d'avoir son site web personnel sur lequel on vend ses œuvres, ça va être de pouvoir créer quelque chose qui nous ressemble, créer quelque chose qui va refléter une personnalité d'artiste, un travail et une œuvre au sens large. Le deuxième avantage que je vois et qui est primordial, ça va être la question de l'indépendance. Euh, Moi, ça a été assez flagrant quand j'étais en galerie d'art parce que du coup, on vendait également nos œuvres sur des plateformes de vente et je citerai pas le nom, mais une de ces plateformes a augmenté du jour au lendemain de manière assez forte ses tarifs, surtout à l'approche des confinements. Voilà. Et du coup, en fait, c'est devenu beaucoup moins rentable. Et c'est un petit peu, comment dire, c'est quand on est dans le commerce très classique, on nous conseille, recommande, enfin pour la santé d'une entreprise, d'avoir plusieurs canaux, ce qu'on appelle des canaux de distribution dans le verbiage. Bah, c'est pareil en tant qu'artiste. Je pense qu'avoir un site web, c'est avoir son canal propre, celui sur lequel vraiment on garde la main. On n'a pas à craindre que du jour au lendemain, par exemple, Instagram peut supprimer un compte Instagram du jour au lendemain pour des raisons parfois assez obscures. C'est pas quelque chose qui peut arriver sur un site web. On n'a pas non plus, suivant le constructeur qu'on choisit, on va pas avoir d'augmentation des tarifs de manière inattendue normalement. Et voilà, donc du coup, ça permet d'avoir une certaine indépendance. Et en même temps, je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir être sur plusieurs plateformes en même temps. Donc, pourquoi pas avoir son site marchand. Enfin, pourquoi pas. C'est même recommandé d'avoir son site marchand et aussi continuer à avoir ses réseaux sociaux, diffuser ses œuvres sur les réseaux sociaux, créer des liens entre ses œuvres et les réseaux sociaux, par exemple par le biais d'Instagram Shopping. Voilà. Super. Merci pour ces précisions. J'ai une question que je t'avais pas posée, mais je pense pas que ce soit une question piège. Ça rejoint un peu la question de l'expérience utilisateur. C'est comment est-ce que tu penses que vivent la proposition qui est faite les visiteurs sur le site quand on leur propose d'acheter directement via notre plateforme à nous, plutôt que via une plateforme réputée, connue? euh, comment en fait rendre l'expérience de l'utilisateur agréable et suffisamment convaincante et sécurisante pour passer à la tu vois. Bah, effectivement, ça va être tout le travail de développement d'un site et toute la question de l'expérience, de la prise en compte de l'expérience utilisateur qui est vraiment fondamentale quand on développe un site web. Euh, donc ça va passer à travers le design. Le design, ça va permettre, donc design, j'entends éléments graphiques et mise en page générale. Ça va permettre de rentrer dans l'univers d'une artiste et ça va créer bah,
une expérience qui peut être agréable ou pas. En fait, ça dépend des personnalités. Donc, probablement que certains visiteurs ou certaines visiteuses, en allant sur tel ou tel site web, vont pas trouver ça agréable du tout, tandis que d'autres vont adorer. Mais en fait, finalement, ça se rapproche du ressenti et de l'expérience qu'on peut avoir en regardant une œuvre d'art, où l'affect et l'émotionnel, bien sûr, intervient, même sur quelque chose de très conceptuel. Donc, voilà. Je pense que le design, ça va vraiment être un point assez important. Euh, il va y avoir bien sûr la question de l'arborescence qui va rentrer en ligne de compte dans la réflexion autour de l'expérience utilisateur. Donc l'arborescence, ça va être comment on structure le site, c'est-à-dire par quelle page on arrive, ensuite quelles sont les pages et sous-pages qu'on va créer, et bien sûr comment on passe ensuite, et la navigation, comment on passe d'une page à l'autre, parce qu'on peut passer d'une page à l'autre à travers le menu, mais en fait il y a plein d'autres endroits. Si votre site est bien construit, il y aura plein d'autres endroits pour passer d'une page à l'autre, notamment des encarts dans le site ou ce genre de choses. Et aussi un point important dont on n'a pas encore parlé, mais je pense que c'est la question de l'accessibilité. Donc que ce soit l'accessibilité, rendre son site web accessible au plus grand nombre, parce que par exemple il est visible, les contrastes de couleurs sont pas trop mauvaises, histoire que des personnes qui sont malvoyantes peuvent quand même voir ce qui était écrit. Et aussi l'accessibilité numérique au niveau des outils. C'est extrêmement important d'avoir un site web qui soit accessible sur tous les, que ce soit sur ordinateur, sur tablette et sur mobile. Surtout sur mobile, aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise le plus. Oui, c'est vrai que c'est super important d'aller vérifier qu'il soit bien responsive, hein, c'est ça le C'est le terme? terme, c'est le terme technique, ouais. Je sais que j'ai fait mon site sur Wix, bon, toute seule, Ah, pardon, mais je tâcherai de faire les évolutions du site avec toi, avec plaisir. Il y a des bugs sur la version mobile ouais. que j'ai du mal à aller régler par moi-même parce que c'est pas mon domaine et voilà. Donc on voit bien quelles sont les limites effectivement de tout faire par soi-même. Et du coup, j'en viens aux questions de collaboration. Voilà, qu'est-ce qu'on doit préparer? Comment on met en place notre stratégie à nous avant de venir missionner quelqu'un pour le développement de notre site ou pour l'évolution de notre site? Ok, bah déjà, je te remercie parce que tu viens de me donner une super idée de mon prochain post Instagram, un petit tuto sur comment gérer le responsive sur Wix. Parce qu'en vrai, c'est assez facile. Wix c'est le gros avantage de Wix, c'est sa prise en main et c'est facile à prendre en main. J'irai le voir. T'inquiète, je te le partagerai, il n'y a pas de problème. Bonjour, Aitor ETX. Bonjour. Alors du coup, pour répondre à ta question, je pense que pour collaborer, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, on l'a déjà dit et je l'ai un peu répété, mais c'est tellement important que voilà, c'est la question de l'objectif. Effectivement, pouvoir contacter quelqu'un avec qui on souhaite collaborer en lui disant clairement, mon objectif c'est ça, mon premier objectif, pourquoi pas mon deuxième, troisième, quatrième objectif c'est ça, 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 pas de problème, mais exprimer, enfin, comment dire, définir son objectif, c'est pas trop l'exprimer clairement, mais le définir en tout cas, et hiérarchiser, s'il y a plusieurs objectifs, les hiérarchiser. Ça peut être une première chose. La deuxième chose, ça va être la préparation des contenus. C'est primordial. En fait, le travail d'un développeur web, c'est vraiment de mettre en forme en ligne, on va dire, pour simplifier un petit peu. Ça inclut pas le fait de rédiger des textes. Ça va plutôt, surtout par exemple, si c'est une artiste, ça va plutôt être une journaliste qui va écrire des textes sur le travail ou une commissaire d'exposition. Une web développeur, c'est pas le top, quoi. Donc ça va pas être la rédaction des textes et ça va pas être le fait de préparer les images simplement parce qu'on travaille à distance. Donc ça sera votre travail en tant
qu'artiste, où c'est un travail que vous pouvez également faire à des photographes d'art, que d'aller prendre vos œuvres en photo de face, de côté, avec des détails. Donc voilà, préparer en fait tout le contenu, que ce soit des images, il y a les vues d'exposition aussi, les vues d'atelier, et les textes. Donc les textes les plus fréquents, ça va être des textes pour présenter une série ou des textes à propos d'une œuvre en particulier. Si on n'en a pas trop, si on en a 300, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et aussi bien sûr en fait le texte de présentation, donc un texte à propos de l'artiste pour se présenter. Ça va être très important aussi. Préparer sa biographie d'artiste. Voilà. Donc tous ces éléments, toute la préparation du contenu, ça peut être très utile. Ça arrive très régulièrement qu'on commence à travailler sur un projet sans que l'artiste, si je travaille sur un projet artistique, mais même la personne ait préparé les contenus. Mais idéalement, on les a préparés en amont, on a commencé à y réfléchir. On peut aussi du coup commencer à réfléchir à un petit peu l'arborescence. Voilà. Et ensuite, il y a la question du design. Je regardais aussi Ouais, la question de jeu. on viendra Okay. sur le fait de faire son site internet soi-même. Tu nous parleras Ouais, des plateformes, ton avis sur les choses, si tu veux bien. avec plaisir. Donc la question du design, ça c'est quelque chose qui est assez important en fait. J'ai pu remarquer avec les artistes avec lesquels j'ai travaillé, peut-être plus qu'avec d'autres types de clientes et clients, parce que quand on est artiste, on peut avoir une vision assez claire du design. C'est aussi, enfin voilà, on travaille dans un univers. Si on parle d'un artiste ou d'une artiste plasticienne, on travaille dans un univers visuel. Donc forcément, on pense assez visuel et on peut avoir quelque chose d'assez défini dans sa tête. Et ça va être très utile si, par exemple, vous avez cette vision claire dans votre tête, d'arriver à la retranscrire. Alors, ça va passer par faire une maquette, par n'importe quel moyen. Donc Canva d'ailleurs. Voilà, se faire une maquette, c'est très utile. Et après, sinon, on peut ne pas avoir, pensée visuelle, mais sans pour autant être, avoir envie de se lancer dans une maquette de site, et ça se comprend. Mais dans ce cas-là, on aura peut-être des références à partager, des inspirations, que ce soit, ça peut être aussi bien des inspirations qui proviennent d'autres sites web, des inspirations qui concernent le contenu ou le design. Ça peut aussi être des inspirations qui proviennent de sources qui n'ont rien à voir, parce que bah voilà, c'est le fait de s'inspirer créativement en fait, c'est de pouvoir aussi aller chercher ses sources dans des images issues d'univers très larges et variés. Voilà. Et donc du coup, je pense que pour la collaboration, ne pas hésiter à partager, à nourrir au maximum en fait l'échange, pour arriver, ça aide vraiment beaucoup à avoir un site web qui corresponde et qui soit au plus proche de son univers et de ses attentes. Super, merci. Et ce que j'entends, c'est que sur Canva, c'est plutôt pour faire une maquette, pour pouvoir préparer le site, plutôt que de faire son site directement sur Canva, pour répondre à la question. Alors là, on va reparler des outils, mais effectivement, tu as pas mal d'outils maintenant qui te permettent de faire, comment dire, qui te permettent de mettre des choses en ligne. Mais il faut savoir que c'est très limité. Ça va être très limité en nombre de pages, ça va être très limité en termes de contenu, de fonctionnalité. Ça va pas du tout être optimisé pour le référencement. Ça va être, voilà. Donc des outils comme Canva, c'est vraiment à prescrire. Moi, j'utilise Canva. Je sais pas si j'ai, je sais pas, une invitation à faire et que je veux un petit bouton pour répondre oui, non, je viens ou pas. Ouais, Là, pourquoi pas. Mais dès qu'on parle d'un site vitrine ou qu'on veut quelque chose d'un peu construit, et voilà, on oublie Canva. C'est pas la bonne solution. Et après, il y a des outils intermédiaires comme Wix, par exemple, voilà. qui sont des plateformes qui présentent l'avantage d'être assez facile à prendre en main. Euh, enfin, voilà, le coût n'est pas le même par contre, mais en termes de prise en main, c'est facile, ça permet, j'ai
t'es pas la seule. En fait, il y a beaucoup de. Moi, je travaille beaucoup sur Wix parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnes. C'est pas forcément un choix, mais beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant, tiens, vous savez faire des sites sur Wix et moi, j'ai commencé à faire mon site sur Wix, donc voilà. Et qui viennent me voir pour aller retravailler le site, faire des refontes, ajouter des fonctionnalités, etc. Voilà. Wix, c'est une très bonne option. Ça peut être une très bonne option quand on a vraiment zéro budget pour commencer à créer un site. Il faut aussi savoir qu'il y a des limites parce que Wix, ça fait partie des plateformes sur lesquelles on n'a pas accès au code source. Donc, du coup, on va pas pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut. On peut faire beaucoup, mais pas tout. Notamment sur le référencement. Wix a beaucoup travaillé ces dernières années pour améliorer le référencement, améliorer les outils de référencement. Donc c'est beaucoup mieux que ça ne l'a été il y a quelques années, mais il y a encore c'est pas encore la meilleure solution. Voilà. Et sinon, l'autre chose que je vois en termes de limite à des outils comme Wix, ça va être le coût. Parce qu'en fait, c'est un abonnement mensuel. Enfin, il y a une version gratuite, mais dans ce cas-là, on a un site web qui fait pas du tout professionnel. Donc, si dans votre objectif, c'est donner une image professionnelle, le site web qui finit en Wixsite, ça fonctionne pas. Et du coup, la version payante, le forfait de base, il est pas trop cher, ça va, ça peut être une bonne option pour un site vitrine. Par contre, dès lors qu'on va commencer à vouloir un site e-commerce, on va avoir besoin de forfaits plus élevés et aussi on va être limité avec le forfait de base en termes de contenu. Donc, par exemple, si on est un artiste avec une œuvre assez importante et large, avec beaucoup de pièces, ben, Wix, du coup, risque de revenir finalement beaucoup plus cher qu'une solution de type WordPress. Ok. Donc voilà, Wix, Squarespace, toutes ces plateformes-là sont, selon toi, moins intéressantes que WordPress, par exemple. Ou... Je dirais pas ça. Je dirais que ça dépend de son objectif et de ce qu'on veut faire. Euh, Par exemple, dans ton cas, avec ton site et ton besoin, je pense que une plateforme comme Wix est pertinente et intéressante. Si ton objectif de site web, c'est pas comment dire, de gagner en visibilité, parce que du coup, avec Wix, tu auras un référencement plus faible, donc tu pourras pas le faire. Voilà, généralement, Wix, ça va être la solution que je conseille aux personnes qui souhaitent prendre en main leur site par elles-mêmes. Euh, voilà, ça, de ce point de vue-là, ça sera très intéressant. WordPress est plus compliqué à prendre en main par soi-même, par exemple. Ok. Il y a une question qui rejoint du coup la question du référencement, je trouve. Je fais le lien. Quelle relation vous pensez qu'il existe entre le portfolio artistique et le site? Pour moi, c'est la même chose, mais le site propose échange et news et référencement. Euh, Moi, je rajoute et référencement. Je te laisse mais le site réagir à ça. propose. Ça rejoint aussi la question du référencement que je t'avais posée. C'est quelque chose de très flou pour la majorité des artistes. Ce qui se passe dans le back-office, voilà, ils vont penser design, ils vont penser discours, ils vont penser expérience, mais ils vont pas forcément penser à tout ce qu'il y a derrière, tous les codes de langage à adopter pour que il y ait un bon référencement, etc. Donc, bon, je mélange un petit peu la question qui a été posée et ça, mais je te laisserai répondre comme tu le souhaites. Voilà, est-ce que tu peux nous donner des conseils qu'on fasse son site internet par soi-même sur Wix ou WordPress ou qu'on le fasse faire comment bien préparer les contenus textuels pour avoir un bon référencement? Alors bon, déjà, on va peut-être parce que tu disais que effectivement le référencement, on n'avait pas toujours ça en tête et voilà. Donc petit point technique, le référencement, c'est aussi ce qu'on appelle SEO. Donc c'est toute la partie comment dire, comment faire que son site soit le plus visible possible sur les moteurs de recherche. Donc les moteurs de recherche, ça va être Google, ça va être Firefox, Yahoo, Ecosia, etc.
Et la question de la visibilité, c'est par exemple si on tape un mot-clé très précis, comment dire, par exemple, si vous tapez www création de site sur Google, normalement vous allez tomber sur moi parce que j'ai un peu travaillé mon référencement. Si je l'avais pas du tout travaillé, vous tomberiez pas du tout sur moi. Et je pourrais encore le travailler encore plus pour que vous puissiez tomber sur moi directement en ne tapant que création de site et même pas mon nom. Ça va être le référencement. En d'autres termes, si vous avez une boutique, par exemple, travailler son référencement, ça s'apparenterait à quand on crée un site, on installe sa boutique en race campagne derrière les champs de vaches et un chemin caillouteux. Et la boutique est super chouette, mais en fait, seuls les initiés peuvent y accéder parce qu'il et elles ont l'adresse et c'est tout. Et en fait, travailler son référencement, ça reviendrait à déplacer en fait sa boutique en centre-ville pour la rendre plus visible par des passants qui passent par hasard et voient la boutique et découvrent en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur ainsi. Mm. Euh, Bonjour, rouge-gorge céramique. Euh, et du coup, donc ta question, c'était de comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser son référencement. Tu m'as parlé des contenus. Il y a aussi la partie technique. On pourra en parler également. Pour les contenus, je pense que la première chose à faire, ça va être de travailler sur les mots-clés. Donc, du coup, définir ce qu'on va appeler en verbiage technique un cocon sémantique. Donc, ça va être une sorte de nuage de mots-clés qui sont les mots-clés qu'on voudrait pouvoir taper sur Google et pour lesquels on aimerait pouvoir trouver le site. Donc, par exemple, si on est une musicienne située, je sais pas moi, dans le Var, ben du coup, et qu'on fait, j'en sais rien moi, voilà, on fait des concerts au niveau local, etc. Bah, on va vouloir être trouvé sur des mots-clés tels que musicien Var, musicienne Var, musicien, je sais pas, il faudrait une ville du Var, mais le nom de la ville. Bassiste Var, etc. Enfin, voilà, donc les mots-clés, ça va être de la localisation, bien sûr, géographique, ça va être des compétences, ça va être comment, en fait, on définit un peu le travail. Et pour établir un cocon sémantique, il y a certains outils qui sont très utiles comme SEMrush, SEMRUSH, je crois, et qui permettent en fait d'aller un petit peu évaluer ces mots-clés parce que c'est pas tout que d'avoir les bons mots-clés, mais en fait certains mots-clés vont par exemple être très précis et très en lien avec ce qu'on fait et qui on est, mais vont jamais être utilisés en fait par quiconque pour faire des recherches. Donc du coup, c'est pour ça qu'on utilise des outils SEO spécialisés pour aller évaluer en fait le trafic. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le trafic sur ces mots-clés, c'est-à-dire combien de recherches il y a chaque mois en moyenne pour ces mots-clés-là. Est-ce qu'il y en a 100? Est-ce qu'il y en a 1000? Est-ce qu'il y en a 100 000? Etc. Et après, on va aussi s'intéresser à la difficulté, pareil, grâce à ces outils, la difficulté de positionnement. C'est-à-dire que il va y avoir des mots-clés qui vont être géniaux avec un trafic incroyable, mais du coup, c'est impossible de se positionner dessus. Pourquoi? Parce que la concurrence est telle que on va juste être noyé dans la masse. Et on peut aussi même voir l'intention de ces mots-clés, ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que la personne qui tape ce mot-clé a en tête? Est-ce qu'elle compte acheter quelque chose? Est-ce qu'elle compte se renseigner sur quelque chose? Est-ce qu'elle compte, j'en sais rien moi, mais informationnel, commercial, ça va être le plus fréquent et le plus intéressant. Et donc du coup, ça permet aussi à travers ça, bien sûr, dans l'idéal, on trouve un mot-clé avec un trafic important, une difficulté de positionnement plutôt faible et une intention commerciale, ça c'est génial. Mais on peut aussi trouver des mots-clés intéressants avec une intention informationnelle. Et par exemple, ça peut être utile d'utiliser ensuite, de créer un contenu autour de ce mot-clé, mais un contenu qui sera un article de blog, par exemple, qui va donner de l'information sur ce mot-clé et créer en fait du contenu par rapport à ça. Voilà. Ouais, donc du coup, d'où l'importance de bien définir ses objectifs, ses Totalement. pas,
les personas, donc si vous connaissez pas, c'est les cœurs de cible où on va aller vraiment détailler leur comportement, leurs besoins, leurs centres d'intérêt, etc., pour pouvoir créer du contenu et un chemin qui leur correspond, quoi. Tout à fait. Et alors, merci pour la référence SEMrush. Du coup, ça me fait penser aussi aux réseaux sociaux. Hein. Dans la stratégie digitale, il n'y a pas que le site Internet, mais voilà, là, on est spécifiquement sur le site Internet. Mais c'est important de créer des connexions entre tous les réseaux et d'alimenter un minimum chaque réseau en fonction des personas, de où est-ce qu'ils vont se trouver pour fidéliser et créer du flux vers votre site Internet pour vendre, etc. Pour j'ajouterais par rapport à ce que tu dis que c'est un point assez important dans le SEO. C'est ce qu'on va appeler les liens entrants et sortants. Donc, c'est-à-dire sur un site web, avoir des liens qui renvoient vers d'autres sites et qui permettent d'approfondir tel ou tel sujet. Et ça va être les liens sortants, donc qui sont sur le site et qui permettent aux visiteurs de sortir du site. Et les liens entrants, c'est les liens qui permettent aux visiteurs et à la visiteuse d'entrer sur le site. Et là, par exemple, typiquement, les réseaux sociaux ont un rôle crucial à jouer dans l'acquisition de liens entrants faciles, gratuits, hyper pertinents par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous allez développer vos réseaux sociaux et sur vos réseaux sociaux, vous allez mettre des liens. Donc sur Instagram, ça sera en biographie, sur YouTube, je crois dans le détail. Créer une fiche Google Business, par exemple, donc sur Google Maps, pointer votre atelier ou votre galerie, votre boutique, etc. Sur cette fiche-là, mettre un lien vers votre site web. Ça, c'est l'acquisition des liens entrants et c'est très important aussi pour le référencement. Donc, quand on pense le référencement du site, on pense sur site, mais on pense aussi ce qu'on appelle tout le hors site. Donc, ça va être tout l'univers qui va se construire autour du site et en fait qui va être dans l'idéal imbriqué. Voilà. Est-ce que tu travailles là-dessus aussi sur la stratégie digitale globale? Oui. Ça fait. Oui, ça fait partie de mon travail d'aller penser une stratégie sur les réseaux sociaux, d'aller penser enfin voilà, stratégie digitale. Tu parlais de persona, travailler, définir les personas, mettre en place ou sinon mettre en place des plannings de communication multi-channel, enfin multi-réseau, etc. Ça fait aussi partie de mon travail. Même si je pense que tu es bien plus spécialisée que moi sur le sujet, donc voilà. Pas forcément. Après, on est compatibles et complémentaires, je pense, dans nos approches. Mais ouais, c'est important de préciser que ça se pense au global, effectivement. Et c'est bien d'être accompagné par des personnes qui ont une vision multi-channel et qui peuvent faire des ponts entre chaque. Parce que quand tu manques de visibilité quelque part, là où tu dépenses beaucoup d'énergie avec des contenus, ça peut être compensé grâce à d'autres plateformes où tu as une visibilité plus avancée parce que tu y es depuis plus longtemps. Du coup, il faut faire des ponts et ça se pense avec d'autres personnes parce que tout seul, on n'y pense pas forcément, même si ça paraît évident. Puis on est débordé parce qu'on a trop de choses à faire quand on est entrepreneur. Enfin, voilà quoi. Mais il y a ça aussi, en fait, dans le multichannel, c'est que ça peut être une économie de temps et d'énergie. Par exemple, quand on va construire un contenu Instagram et on va prévoir un post Instagram avec une légende, du texte, tout ça, ça peut être du contenu assez intéressant à reprendre avec quelques modifications, cela dit, parce que c'est aussi important d'adapter son contenu, mais à reprendre sur un post LinkedIn ou dans un article de blog, etc. Donc, avoir cette vision et se demander en fait de quelle manière on peut combiner tout ça et construire quelque chose de cohérent en fait en prenant tout ce que chaque réseau et chaque outil va apporter, c'est assez intéressant. Carrément. Je me déplace en même temps que je parle pour aller charger mon téléphone qui s'est vidé à une vitesse folle. Merci iPhone, Apple. Du coup, pour continuer dans les sujets que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, parce qu'il nous reste que 10 minutes, j'aimerais que tu nous parles de ta vision de l'évolution des sites internet pour artistes. Voilà, comment est-ce que tu vois le
le futur euh, de, de la manière de quelle manière on pourra se présenter dans le futur avec l'IA, avec tous les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Comment est-ce que toi, tu te formes à ça ou tu restes en veille comment est-ce qu'on peut anticiper la suite et peut-être dès maintenant, quand on crée son site internet ou qu'on le fait évoluer, prendre les bonnes décisions? Bah alors déjà, en tant que développeuse web, c'est sûr que vu mon secteur, je suis un peu obligée de me tenir en veille constante là-dessus et me former. Alors parfois, c'est des formations très simples, aller faire des tutos, ces genres de choses. Ouais. Mais effectivement, je suis en processus permanent d'apprentissage parce que tout change tellement vite et c'est très important de pouvoir rester à jour et de pouvoir avoir en permanence les meilleures solutions en tête. Euh, Comment je vois l'évolution? Tu as raison de préciser l'IA. Je pense que c'est le changement qui va vraiment, enfin, qui est déjà là en fait et qui est en train de tout bouleverser. Je pense que l'arrivée de l'IA va permettre de rendre la création de sites web encore plus facile, les sites web encore plus accessibles. Ce sera très simple d'avoir un site vitrine pour quiconque en demandant à l'IA de le faire. C'est déjà le cas en fait. Quand vous créez aujourd'hui, par exemple, si vous avez un hébergeur web, quand vous prenez votre hébergement, la plupart des hébergeurs intègrent une IA qui permet en fait de préconcevoir son site. Par exemple, site WordPress, vous pouvez préconcevoir le site. Ils vont vous mettre d'emblée un thème, d'emblée du contenu plus ou moins imaginé en fonction de ce que vous lui avez dit, de ce que vous faisiez, des images, etc. Wix propose, je crois, à peu près la même chose. Et puis après, il y a des sites euh, comment dire, qui sont vraiment spécialisés là-dessus sur la création de sites web par l'IA et qu'on peut trouver. Ça va donc rendre le fait d'avoir un site internet plus accessible pour tout le monde. Par contre, le contre-pied, je pense que ça sera une uniformisation. En fait, on a vu à chaque fois qu'il y avait de nouveaux outils qui émergeaient, souvent ça se traduisait par une uniformisation. Des contenus, images, textes, etc. On voit déjà, enfin, la 10 milliards de contenus de ChatGPT qu'on retrouve partout, etc. Voilà, donc la manière dont je vois l'évolution des sites d'artistes, je pense que de plus en plus d'artistes, voire tous et toutes les artistes auront leur site web dans le futur grâce à l'IA. Par contre, je pense que certains et certaines vont essayer de prendre le contre-pied de cette uniformisation parce que effectivement c'est un problème, ça rend quand même un peu moins intéressante. Euh, je pense on va, de manière générale, les sites web vont être beaucoup plus axés sur la personnalisation de contenu, mais aussi la personnalisation de l'expérience utilisateur, de euh, Ah, le... excuse-moi, ça bug, on t'entend pas bien. Oui, je m'entends. Désolée, je sais pas trop quoi faire. Tu t'entends en écho? Oui, mais bon, non, là, ça a l'air bon. Ok. Et c'est bon pour toi? Ouais. Ok, d'accord. Bon, j'espère que ça va. Mhm. Euh, donc, je pense que la personnalisation, c'est un des aspects sur lesquels on va de plus en plus travailler pour justement contrebalancer cette forme d'uniformisation, trouver les mêmes sites partout. Enfin, c'est déjà en cours parce que, par exemple, sur Wix, je ne sais pas si tu as vu l'outil expérimenté, l'outil Wix Studio, mais justement, en fait, sur Wix, ils ont vraiment retravaillé la manière de construire les sites pour permettre d'avoir plus de personnalisation avec beaucoup plus de... Enfin, du coup, ça rend les choses un peu plus complexes, peut-être, pour des personnes qui ne sont pas développeuses. Mais en fait, pour pouvoir arriver à faire encore plus de choses, euh, euh, et vraiment à aller vers enfin, être sur du sur-mesure avec des outils comme Wix. Je pense aussi une autre évolution pour le web, c'est les questions d'éco-conception. On commence à les prendre en compte un petit peu aujourd'hui, à se rendre compte qu'un hébergeur n'est pas exactement égal à un autre.
n'a pas le même impact que un design de site où tout bouge. C'est génial, mais ça a aussi un coût environnemental. Et on commence à réfléchir là-dessus. Et je pense que ça va vraiment être quelque chose qui va devenir très important. Et notamment parce que traditionnellement, les artistes sont quand même des personnes qui s'engagent et qui portent un propos. Et donc, du coup, je pense que l'éco-conception dans les sites d'artistes est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place. Et la dernière chose, un petit peu sur la même ligne, je pense que c'est les notions d'inclusivité. Parce que ça, on commence à le trouver dans le référencement, par exemple. Aujourd'hui, le fait de mettre non, en technique, c'est des balises alt. En français, c'est des descriptions pour chaque image. En fait, c'est des descriptions qui permettent aux personnes non-voyantes, c'est-à-dire ou malvoyantes, c'est-à-dire qui ne peuvent pas vraiment voir l'image ou les détails, de comprendre en fait qu'est-ce que cette image représente. Et hyper important pour des outils comme par exemple Google. Les robots Google vraiment donnent une place primordiale à l'accessibilité pour les personnes malvoyantes. Je pense que des questions d'accessibilité aussi dans l'écriture non genrée par exemple et inclusive ou ce genre de choses va aussi petit à petit prendre de la place dans le futur en termes de référencement notamment. Ok, j'allais te demander justement pour l'écriture inclusive, parce que comme ça n'a pas été reconnu par l'État, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. En tout cas, c'est vrai que quand on l'écrit, c'est presque un acte militant aujourd'hui, quoi. Ouais, je pense, en effet, moi, j'écris beaucoup enfin, j'essaye d'écrire tout le temps en inclusif dans ma com, mais j'avoue que je me pose parfois un peu, enfin, oui, je pense que c'est militant et je pense que c'est engagé et je pense que, on m'a déjà refusé des devis parce qu'il y avait Ouais. client.t.es. Et voilà. Et, mais néanmoins, il faut aussi se dire que les GAFAM, donc les grandes sociétés du web et digital, dont Google, en premier lieu, ne sont pas les États et ont des politiques différentes des États. Et que du coup, si il et elle, à un moment donné, jugent cela approprié, ça pourrait rentrer dans les critères de référencement. Et ça serait Super. d'ailleurs de voir parce que si jamais ça se passe, je pense que ça risque d'emporter un peu tout sur son passage. Carrément, carrément, bah oui. Bon, merci pour tous ces précieux conseils et ces éclairages. Je pense que ce sera très utile aux personnes qui se posent des questions sur ce sujet et je pense que ouais, il y en a pas mal. Avec grand Du coup, est-ce que tu aurais envie de nous partager un projet, toi, pour le futur, quelque chose dont on devrait se tenir informé pour le développement de ton activité à toi? Ah. Euh, alors assez difficile là comme ça de répondre à cette question. Je m'y attendais pas. Excuse-moi. C'est pas Euh, grave, c'est pour ouvrir la porte à une mais, petite promo si tu as envie de faire une promo sur quelque chose. non, mais en tout cas, je vous invite, si jamais les questions du digital, de la création de sites web et assez spécifiquement de la création de sites web pour les artistes, les créateurs, créatrices, les artisans, artisanes vous intéressent, n'hésitez pas à suivre mon Instagram. Je poste de plus en plus de conseils, de recommandations, de to-do list, de checklist, etc. Sur ce sujet-là. Je suis d'ailleurs très preneuse d'inspiration comme celle que tu m'as donnée pour Wix. Donc, n'hésitez pas à m'en donner si vous en avez. Et sinon, à suivre. Et j'essaye de faire en sorte que ça puisse faciliter le fait d'avoir un site web, de mettre à jour son site web. Voilà. Super. Moi aussi, je suis preneuse d'ailleurs de demandes d'invitations, de sujets à aborder, de problématiques à résoudre. Voilà, n'hésitez pas. Je prends aussi toutes les suggestions d'invités pour les trajectoires et les observatoires. Donc, trajectoire, c'est des artistes, artisans, créateurs qui viennent parler de leur parcours et donner leurs conseils en tant que créateurs, créatrices.
Et observatoire, c'est, comme je disais, les regards d'experts, des professionnels qui entourent les artistes. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions de personnes ou si vous-même vous voulez vous proposer, ce sera avec plaisir. Merci en tout cas, Amblin, d'avoir été mon invitée du jour. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. J'ai moi aussi appris des choses et il y a des choses qui se sont confirmées, donc merci infiniment. Et Merci. puis, écoute, on se tient au courant de nos avancées respectives. Avec plaisir. Et n'hésitez pas, du coup, comme je vous disais, à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, pour venir alimenter la discussion, la continuer ensuite, et puis continuer à se soutenir les uns les autres dans le développement de votre communication. J'ajoute aussi que si certaines personnes qui suivent ce live ont des questions par rapport à leur site web plus spécifique, je fais ce que j'appelle des appels découvertes. Je crois que ça correspond plus ou moins à tes appels gratuits. Oui. C'est juste au téléphone et on parle. C'est pas, ça peut pas forcément dire que derrière il y aura un projet de site ou qu'il y a quelque chose de commercial ou quoi que ce soit. On peut juste s'appeler pour discuter et voir un petit peu soit des idées, soit comprendre un peu mieux ce qui fonctionne, ce qui ne va pas sur le site ou toutes les questions que vous pourrez vous poser. En fait, on peut en discuter au téléphone avec plaisir. Oui, ça permet de perfectionner nos propositions, nos services, nos offres et c'est toujours utile, quoi. Effectivement, c'est dans les deux sens. Ouais. Donc, voilà. Merci tout le monde d'avoir été là et je vous dis à très bientôt pour un prochain live et Omblin, tout le meilleur pour la suite. Salut Julie, à bientôt. Salut, au revoir. Au revoir.